Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Tribune Libre. Nous allons débriefer ensemble le match qui s'est disputé vendredi soir au Stade de l'Aube. Un match contre Boulogne-sur-Mer en compagnie de Laurent Gradel. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Et Philippe Paulet, l'expert en arbitrage. Bonsoir Philippe. Bonsoir David. Un match assez j'ai envie de dire facile, mais attendu, Laurent. On savait que Boulogne-sur-Mer serait en difficulté, mais finalement ils ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe troyenne. Ouais, on se rend compte que les deux dernières équipes qu'on reçoit, là, c'était Le Havre et puis Boulogne-sur-Mer à domicile. Et on s'est aperçu qu'on a vu deux très belles équipes, encore une équipe qui cherche à jouer au ballon. Boulogne était peut-être en train de jouer sa dernière chance, sa dernière carte ici à 3. Tout comme Le Havre. Tout comme Le Havre. Qui est en position relégable. Et donc ils nous ont agréablement surpris par rapport à la qualité de jeu. Ils ne méritent pas du tout la place de 19e et 18e pour Le Havre. Surtout au vu des 10-15 premières minutes où ils ont développé un jeu de passe vraiment très intéressant, ça a perturbé les stacks. Ils ont un peu fait ce qu'avait fait Reims en première mi-temps. Ils nous ont baladé un petit peu sur la largeur du terrain en essayant de chercher un petit peu la profondeur avec 2-3 joueurs qui n'étaient pas inintéressants. Moi je pense à Salibur qui est un très bon joueur, deux très bons relayeurs, Kevin Bru, pareil un très bon joueur qui a été formé à Rennes. Et donc ils nous ont posé pas mal de difficultés. Nous on était peut-être aussi un petit peu attentifs. Voilà, c'est ça. On savait pas trop s'il fallait tout de suite aller au pressing. Mais bon, après, on a su rectifier le tir et revenir rapidement dans la partie avec pas mal de bonnes occasions. Par contre, Laurent, ce que je ne comprends pas, c'est que l'équipe de Boulogne a cessé de développer ce jeu pour ensuite jouer plus long. C'est un petit peu incompréhensible, ça. Oui, alors qu'ils avaient pratiquement, on ne veut pas dire qu'ils avaient la main mise sur le match, mais ils étaient quand même bien en place. Ils proposaient quelque chose d'intéressant et là, d'un seul coup, ils sont arrêtés de jouer. Donc, voilà. Recherche un peu plus la profondeur, ce qui a permis à Drouin et à Rincon de s'exprimer dans les airs. Par le jeu aérien, ils ont quand même eu pas trop de difficultés à contenir l'attaquant. Donc l'Estac s'est imposé 2-1 vendredi soir, un match donc on l'a dit important donc pour cette accession en Ligue 1 qui est toujours possible. On va décortiquer le but de Sébastien Grax pour plusieurs raisons, Laurent, parce qu'il est intervenu 40 secondes après son entrée en jeu. C'est assez particulier déjà parce que Sébastien Grax a été sifflé par une partie du public donc quand il est entré en jeu. Et on va voir ce but parce qu'il est intéressant dans sa construction. Alors on voit que Sébastien Grax a fait son entrée, ensuite on voit le jeu se développer avec toujours ce jeu de passe qui part bien souvent de l'arrière avec Thiago vers Rincon. Mais on va voir que Caceres a un rôle important parce que là on le voit, il revient donc en défense chercher un ballon. Il est à la construction de l'action pour ensuite presque la finir puisqu'on va voir qu'il va être à l'origine de la passe vers Enza Yamissi qui va ensuite tout débloquer Lolo. Ouais, on s'aperçoit que déjà Caceres a fait une grosse partie dans ses déplacements en première mi-temps comme en seconde mi-temps. Je trouve qu'il a été très intéressant. Là, c'est vrai qu'il apporte le petit plus. Il vient derrière, il décroche, il montre aussi un petit peu le rôle que peut avoir un attaquant en position défensive. Et après, derrière, c'est vrai qu'il arrive à faire une fixation sur un défenseur au milieu de terrain, décaler éloge Nzayamissi. Et après, il y a un centre parfait. Bon, la finition de Sébastien Grax, c'est bien sur son premier but. Oui, la réaction de Sébastien Grax qui porte la main à son oreille, puis ensuite qui met le doigt sur sa bouche pour signifier au public de se taire. Je sais rien. parce que c'est pas le genre de comportement que j'apprécie d'un joueur. Donc, mais le public non plus, c'est pas non plus faire perdre. Ouais, mais bon, faut savoir des fois se faire petit, puis bon, c'est tout. À la limite, on est là pour le collectif, on n'est pas là pour. En tout cas, chapeau d'avoir marqué comme ça 40 secondes après l'entrée en jeu, ce qui a totalement donc rassuré les stacks. Ce qui a moins rassuré les Troyens, c'est le but de Boulogne. Là aussi, pas mal dans sa conception, puisqu'on va voir que l'arrière latéral donc de Boulogne va faire un sale coup à Nsakala avec cette accélération qui le laisse sur place pour donner ensuite à Allard qui marque. Et
C'est vrai qu'on aime bien chanter les louanges souvent de Fabrice Nsakala dans cette émission, mais on voit que sur cette action, il a été quand même postérisé par l'arrière de Boulogne. Il y a quelque chose déjà qu'on ne voit pas au départ, c'est que le latéral là, fait pratiquement une course de 60 mètres. Oui. Et moi, de la tribune, je me demandais si on allait être capable de sortir sur ce joueur. Et on sort à une manière, de manière un petit peu brouillonne, et on se fait éliminer rapidement. Après, derrière, il y a une très bonne conclusion de la part de Haller. Mais on a été aussi un petit peu en difficulté, nous, par rapport un petit peu au coaching, qu'on aurait peut-être pu espérer un coaching gagnant. Bah, il a été gagnant puisqu'on a remporté le match. Mais la sortie de Mounir Obadi a été pour moi très importante parce que ça ne nous permet plus de garder le ballon, quoi. Ouais. C'est vraiment le métronome du... Mais ça s'explique par le fait qu'il est carbonisé, quoi. Il est carbonisé, et après il y a eu un petit peu le pari, si on peut dire, de Jean-Marc Furlan, justement, d'essayer de contenir cette équipe de Boulogne dans son camp en jouant pratiquement avec 4 attaquants, puisqu'on a évolué quand même avec Bétiol, avec Grax, avec Caceres, avec Marcos. Donc on avait vraiment 4 joueurs à vocation offensive. Et le pari, à mon avis, de Jean-Marc Furlan, c'était essayer de maintenir cette équipe dans sa première moitié de terrain. Mais bon, ils ont quand même joué leur va-tout. C'était audacieux. On l'a vu que les Boulonnais, suite à cette ouverture du score, sont revenus dans le match. Ça a bien failli payer pour eux. Heureusement, les défenseurs troyens ont plutôt bien tenu la baraque, en première comme en deuxième mi-temps. Mais on va voir qu'en fin de deuxième mi-temps, les défenseurs troyens, ils ont toujours l'expérience, la vista pour empêcher donc cette ouverture du score. Et donc ce sauvetage de Drouin qu'on a voulu mettre en exergue, parce que, je ne sais pas, on doit être à la 85e minute, et ils ont encore le moyen de se jeter et puis d'éviter donc... ce but boulonnais qui aurait fait très très mal au mental troyen. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau de la charnière centrale, Rincon-Drouin, c'est quand même solide. Même à Reims, même si on avait perdu le match 1-0, on avait vu déjà des personnes qui étaient costauds dans l'axe. Ouais. Le Havre, comme pareil, donc on avait montré une certaine force. Drouin surtout, et puis Rincon, on voit qu'il monte un petit peu en puissance. Oui, tout à fait. La prochaine séquence, elle est pour vous, donc, mon cher Philippe, avec une critique ou non positive de l'arbitrage. Là, on va voir, en votre compagnie, si Monsieur Buquet, puisque c'était lui, Rudy pour les intimes. Rudy pour les intimes. Hein. Voilà, avec ce centre et puis cette peut-être faute au point de pénalty pour... alors, expliquez-nous. Là, de toute façon, on voit bien... Là, non, il n'y a rien du tout. Rien du tout, c'est vraiment de la simulation, même à la limite, Rudy aurait pu siffler une simulation. Rudy. Oui, tout à fait. Bon, comme je dis, quand on en arrive que... Il n'est pas très clair dans son attitude, le défenseur latéral, Lecointe, parce qu'il a les mains, il a les mains comme ça. Mais bon, quand on voit bien... Il y a quand même 30 cm à Caceres. Si on sifflait ce genre de pénalty de faute... La réflexion de Laurent est pertinente. Je n'ai pas entendu parce que... Caceres fait pratiquement 1m90, Lecointe, il doit faire 1m70, quelque chose. On voit bien, il le joue. Et en plus, il ne le pousse pas. Bon, il faut dire qu'on est toujours loin de l'action. Hein. En plus, l'arbitre est bien placé. Mais là, de toute façon, c'est vraiment cherché. C'est repoussé. Est-ce qu'il s'appuie sur son juge de touche ou est-ce que c'est une décision personnelle. D'ailleurs, on le voit bien, de toute façon, il a fait signe, on joue. On voit bien que la faute n'est pas... Où est-il positionné d'ailleurs? Quand on regarde, voilà, l'arbitre, il a quoi? Il a 20 mètres à peu près d'action. Très bien placé. Voilà, très bien placé. D'ailleurs, il fait signe, il ne bouge même pas. Hein. Non, là, il n'y avait pas faute du tout. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'on a vu un arbitrage très discret, puisque ce soir, c'est juste une interprétation de faute. Franchement, on a eu un excellent arbitrage de M. Buquet à la hauteur de son niveau. Arbitre international, c'est ça? International, tout à fait. Rudy Buquet. D'accord, voilà. Qui vient manger à la maison quand il le peut. Voilà, bien sûr. L'Estac va enchaîner les matchs, Laurent, avec dès demain un match très important contre Arles-Avignon. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que Jean-Marc Furlan peut plus ou moins balancer le match pour mieux préparer celui de Lens, qui est vendredi quand même? Le souci, c'est qu'il reste 4 rencontres. Donc, on ne peut pas se permettre de... On a un point d'avance sur Clermont. On est à un point du Stade de Reims. Clermont qui reçoit Amiens. Donc, c'est presque une victoire. Qui va à Amiens. Donc, victoire presque assurée, quoi. Vous savez, en football, on ne sait jamais, mais bon, c'est vrai que on pourrait dire peut-être faire l'impasse. Moi, je pense que Jean-Marc Furlan quand même va jouer le coup, parce qu'à 4 rencontres de la fin avec un point d'avance, on ne peut pas se permettre de lâcher l'affaire. Hein. Il le prouve un petit peu pas dans la composition, mais dans le groupe qu'il a composé. Il a sorti Caceres, il a remis Psaume a priori titulaire, côté
peut-être de Grax. Il fait souffler Thiago et Marcos et peut-être faire jouer Mohamed Camara dans cette équipe. Donc elle bouge pas beaucoup cette équipe parce que la défense ne bouge pas. La défense ne bouge pas. Il a au contraire élargi le groupe. Il a voulu mobiliser à mon avis une vingtaine de joueurs, je crois, c'est ça. Donc il va certainement finir ses 4 dernières rencontres avec ces 20 joueurs-là, essayer que tout le monde soit concerné. C'est pas un danger, il risque d'être épuisé. Non, je pense pas. Non, je pense que le staff fait suffisamment un bon travail pour la récupération et gérer justement un petit peu ces... Donc alors les 2 matchs, Arles-Avignon et Lens, vont être déterminants. Parce que Monaco, c'est encore autre chose. Amiens, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, hein, parce que Amiens, je leur donne pas beaucoup de chance au Stade de l'Aube, et je suis pas le seul. Donc Monaco, c'est peut-être, ce sera peut-être un rocher, c'est le cas de le dire. Mais par contre, donc Arles-Avignon et Lens, si on pouvait ramener. Pour moi, le plus important, c'est presque Boulogne. Parce que Boulogne jouait vraiment sa dernière carte et était capable de produire un bon football. Et nous, justement, on sortait d'une défaite à la 94e minute à Reims. Qui aurait pu perturber. Qui aurait pu peut-être perturber, et on a vu que le groupe était capable de réagir. Donc pour moi, c'était le match qui a été un peu capital, c'était Boulogne. Donc j'espère qu'on va être capable de faire un résultat à Arles-Avignon, qui reste quand même sur une série impressionnante, mais les séries sont faites pour être arrêtées. Mais les adversaires s'accrochent quand on voit que Clermont est capable de battre Monaco à quelques minutes de la fin. Et ça veut dire que Clermont est toujours dans la course. Est capable aussi de se faire égaliser à Boulogne-sur-Mer alors qu'ils ont le match en main. Alors qu'ils gagnaient 2-1 et qu'ils se font égaliser à la dernière minute du match. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier de tout le monde. Donc j'espère que l'Estac va faire un bon coup à Arles-Avignon. Arles-Avignon était venu nous faire la pige ici au Stade de l'Aube et c'est lancé, donc à nous d'essayer de faire le même coup là-bas. Mais je pense un petit coup de pouce de Thierry Loret. Non. Connaissant Thierry un petit peu, ça m'étonnerait qu'il nous fasse une petite faveur comme ça. D'accord. Bon, faudra peut-être compter sur une éventuelle erreur d'arbitrage. Il y en a tellement. Sûrement pas. Ça dépend. Si c'est Rudy, c'est impossible. D'accord. Bon, merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Donc, Arles-Avignon a lieu demain, et nous reviendrons plus amplement sur la victoire de Lens, peut-être lundi prochain dans un nouveau numéro de Tribune Libre. À très bientôt, messieurs, et à lundi. Au revoir. Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac.